Le vent d'Atlantique a cette manière de vous entrer dans les eaux sans demander la permission. Il sent la tourbe humide, la laine rêche, la fumée des foyers bas, et parfois le sel, déjà, comme une promesse ou une menace. Dans l'Irlande de la fin du XVIIe siècle, on vit serré contre la météo, contre la terre, contre les règles. On vit aussi serré contre les maux des autres, parce qu'un nom, un baptême, une rumeur, ça pèse presque autant qu'un sac de grains. Et c'est là, dans ce monde où l'on compte les saisons et les dettes, qu'apparaît une enfant qu'on appellera Anne Bonny, née vers 1697, dit-on, souvent du côté de Cork, dans cette Irlande que l'Angleterre tient d'une main ferme, administrative, militaire, fiscale, une Irlande où l'on apprend tôt que l'autorité n'est pas une abstraction. Elle a des bottes, des registres, des sermons, des loyers. Anne, pourtant, n'entre pas dans l'histoire comme une ligne nette dans un registre paroissial. Elle entre comme une silhouette. Un prénom qui traverse les récits, puis se dérobe, c'est déjà un signe. Les vies des femmes, surtout celles qui sortent du rang, laissent moins de papier derrière elles. Elles laissent des traces obliques. Une mention dans un procès, une phrase dans un pamphlet, un détail dans une compilation. Et quand, plus tard, on voudra la saisir, on la saisira par ce qui choque. Une femme armée, une femme en mer, une femme pirate. Mais avant la mer, il y a la terre. Avant la légende, il y a la mécanique sociale, froide, coloniale, qui fabrique des destins comme on fabrique des cordages, en torsadant des contraintes. On raconte souvent qu'Anne est la fille illégitime d'un avocat, William Cormac, et de sa servante. Dans une société obsédée par la respectabilité, l'illégitimité n'est pas seulement une affaire de morale, c'est une affaire de droit, d'héritage, de place. C'est une étiquette qui colle à la peau. Et l'on dit que pour masquer le scandale, l'enfant aurait été habillé en garçon, présenté comme un petit cousin, un neveu, un apprenti. Vrai ou enjolivé, ce détail a la force d'un symbole, le vêtement comme masque, le tissu comme passeport. Une chemise ample, un gilet, un bonnet, et soudain le monde vous regarde autrement. On ne vous parle pas pareil, on ne vous touche pas pareil, on ne vous enferme pas dans les mêmes attentes. Dans les ports, dans les marchés, dans les arrière-salles où l'on compte l'argent, les habits font l'identité. Ils disent qui commande et qui obéit. Ils disent qui a le droit de se tenir droit et qui doit baisser les yeux. Et si Anne a vraiment connu, enfant, ce travestissement de circonstances, elle a appris très tôt une leçon que la mère enseignera plus, tard à sa manière brutale. L'identité n'est pas seulement ce qu'on est, c'est ce qu'on parvient à faire croire. Une couche de tissu, une posture, un silence au bon moment. Mais l'Irlande, à cette époque, n'est pas un endroit où l'on respire facilement quand on porte un secret. Les tensions religieuses et politiques, les confiscations, les loyautés imposées, tout cela rend la vie étroite, et l'Atlantique, lui, s'ouvre, il attire, il aspire. Les colonies anglaises d'Amérique du Nord deviennent une sortie, une fuite, une opportunité. On y va pour recommencer, pour s'enrichir, pour disparaître. On y va aussi parce que l'Empire a besoin de bras, de colons, de marchands, de juristes, de gens capables de transformer une côte, lointaine en machine à produire du sucre, du tabac, du riz, de l'indigo et de l'argent. La migration n'a rien d'une aventure romantique. C'est une opération logistique, sale, longue, dangereuse. Les navires sentent le goudron, la sueur, la cale humide. On y dort mal. On y mange du biscuit dur, du salé, on boit une eau qui tourne. On y tombe malade. On y perd des dents, parfois des proches. Et pourtant on embarque, parce que rester peut être pire. Parce que l'Atlantique, malgré ses tempêtes, offre une chose rare, la possibilité de changer de décor, donc de statut. On associe souvent l'arrivée d'Anne et de son père aux Carolines, dans l'Amérique anglaise. Là encore, les contours exacts se brouillent, mais le cadre, lui, est solide. Une société coloniale en expansion structurée par la propriété, la violence et l'esclavage. Une société de plantation et de port. Une société où l'on parle de commerce avec des mots polis, mais où le commerce repose sur des corps contraints. Les Carolines, au début du XVIIIe siècle, ne sont pas seulement des terres neuves. Ce sont des terres organisées pour produire et pour produire vite. Le riz, notamment, devient une richesse majeure en Caroline du Sud, et cette richesse s'appuie sur l'importation massive d'Africains, réduits en esclavage, sur des savoirs agricoles arrachés, sur des marais transformés en champs au prix de vies humaines. Dans ce monde-là, la respectabilité est une monnaie. Elle se gagne, elle se perd, elle s'affiche. Un homme comme William Cormac, s'il a existé tel qu'on le décrit, peut y trouver une seconde chance. Loin des commérages de Cork, loin des regards qui savent. Il peut acheter des terres, se faire un nom, entrer dans les cercles qui comptent. Et Anne, elle, grandit au milieu de cette contradiction. D'un côté, l'ordre colonial, ses églises, ses tribunaux, ses contrats, ses
mariage. De l'autre, la frontière, la marge, la violence quotidienne qui rend cet ordre possible. Les ports coloniaux sont des endroits où l'on apprend vite ce que vaut un être humain dans les contes. On y voit des cargaisons de bois, de peaux, de barils. On y voit des hommes libres qui signent, qui jurent, qui boivent. On y voit des marins qui débarquent avec des poches vides et des histoires pleines. On y voit des esclaves vendus comme des outils. On y voit des femmes qui tiennent des tavernes, qui lavent, qui cousent, qui survivent. Et au-dessus de tout cela, il y a la mer, toujours, comme une route ouverte. Une route qui ne demande pas de permission écrite pour exister. Anne devient jeune femme dans un monde où une femme bien doit être un pivot domestique, épouse, mère, gardienne de la maison, garante de la réputation. Le mariage n'est pas seulement une affaire de sentiments, c'est un contrat social. Il fixe des alliances, il protège des biens, il donne une place. Et c'est précisément pour cela que le mariage peut devenir une prison sans barreaux visibles, mais avec des murs faits de regards, de sermons, de dépendance économique. On dit qu'Anne épouse un homme nommé James Bonny, un nom qui restera collé à elle comme une étiquette, même quand elle le rejettera. James Bonny est souvent décrit comme un marin, parfois comme un homme de peu, parfois comme un informateur au service des autorités. Ce qui compte, c'est la dynamique. Un mariage qui ne la satisfait pas, un lien qui ne lui donne pas la liberté qu'elle imagine. Dans les colonies, une femme mariée est juridiquement et socialement encadrée. Elle n'est pas censée courir les quais, fréquenter les tavernes, parler trop fort, choisir ses fréquentations. Elle est censée être tenue. Mais Anne, dans les récits, n'est pas tenue. Elle est décrite comme colérique, indocile, prête à frapper. On raconte même dans certaines versions qu'elle aurait agressé un homme qui tentait de la violer, qu'elle aurait répondu par la violence à la violence. Difficile de démêler le fait de l'ornement, parce que les chroniqueurs adorent les femmes hors normes. Ils les peignent en furie, en exception, en monstres fascinants. Pourtant, même sans accepter chaque détail, on peut sentir la texture d'une réalité. Une jeune femme qui refuse de se laisser réduire. Une jeune femme qui comprend que la douceur imposée est une stratégie de contrôle. Et puis il y a le décor qui change tout. Les Bahamas. Nassau. Un nom qui, au début des années 1710, commence à résonner comme un aimant pour les hommes de mer. Nassau n'est pas une grande ville, pas une capitale brillante. C'est un port imparfait, une rade, des maisons de bois, des tavernes, des quais où l'on répare des coques, où l'on vend du rhum, où l'on échange des informations. C'est surtout un endroit où l'autorité anglaise est faible, intermittente, contestée, un endroit où les pirates, les corsaires démobilisés, les marins sans emploi se regroupent comme des oiseaux de tempête, car il faut comprendre l'arrière-plan. L'Atlantique sort d'années de guerre. La guerre de succession d'Espagne au début du XVIIIe siècle a mobilisé des flottes, des corsaires, des hommes habitués à vivre de la prise. La course, c'est la piraterie avec un papier, une lettre de marque, un drapeau, et l'on devient légal tant qu'on attaque les ennemis désignés. Mais quand la guerre se termine, beaucoup de ces hommes se retrouvent avec leurs compétences, naviguer, combattre, piller, et sans emploi officiel. La mer ne les a pas rendus dociles, elle les a rendus efficaces, et l'économie maritime, elle, ne peut pas absorber tout ce monde. Alors certains continuent, sans papier, sans permission, avec la même logique. Prendre, Nassau devient un refuge parce que c'est un nœud, un endroit où l'on peut écouler des marchandises volées, recruter, réparer, boire, se cacher, un endroit où l'on peut, pendant un temps, vivre selon des règles différentes. Les pirates, contrairement à l'image simpliste, ne sont pas seulement des bandits ivres. Ils ont des codes, des articles, des partages. Ils élisent parfois leur capitaine. Ils indemnisent les blessés. Ils créent une forme de communauté de travail, brutale, mais qui peut sembler plus juste que la marine marchande où les capitaines frappent, où les salaires disparaissent, où l'on meurt de maladie pour enrichir des propriétaires invisibles. Pour une femme comme Anne, Nassau représente quelque chose de plus, un endroit où les catégories sociales se brouillent, où l'on peut être quelqu'un d'autre, où l'on peut littéralement changer d'habit et changer de vie, la jupe, le corsage, les cheveux attachés comme il faut, tout cela appartient au monde des plantations, des salons, des églises. Sur un quai de Nassau, au milieu des jurons, des cordages, des barils, une chemise d'homme, un pantalon, un bandana, ce n'est pas seulement un déguisement, c'est une armure, une manière de se rendre moins vulnérable, une manière de se rendre crédible. Mais avant Nassau, il y a la rupture avec le père, si l'on suit les récits, la rupture avec le mari, surtout, dans une société où l'on attend d'une femme qu'elle endure, partir est un scandale. Partir avec un autre homme, c'est une déclaration de guerre à la respectabilité. Et c'est là qu'entre en scène, dans l'ombre encore, celui qu'on appellera Calico Jack, John Rackham. Rackham, le marin.
Rackham, le futur capitaine. Son surnom, Calico Jack, vient du calico, ce tissu de coton imprimé, coloré, bon marché qui circule dans l'Atlantique comme une marchandise parmi d'autres. Un tissu qui habille les pauvres, les marins, les gens de passage. Un tissu qui, déjà, raconte quelque chose. L'identité faite de textiles, de commerce, de masques. Calico Jack, c'est un homme dont le nom même est un vêtement. Quand Anne le rencontre, probablement à Nassau, dans cet écosystème de tavernes et de quais, elle rencontre un type d'homme différent de ceux des plantations. Un homme qui vit sur l'eau, qui n'a pas de terre à défendre, pas de façade à tenir. Un homme qui peut offrir une chose rare, le mouvement. Et le mouvement, pour quelqu'un qui étouffe, ressemble à la liberté. Mais la liberté a un prix, toujours. Et dans les Bahamas, ce prix commence à augmenter. En 1718, l'Angleterre décide de reprendre Nassau en main. Elle envoie Woodes Rogers, ancien corsaire, homme de mer, homme de discipline, comme gouverneur. Rogers arrive avec une mission claire, briser la République des pirates. Il apporte des proclamations, des amnisties conditionnelles, des promesses de pardon pour ceux qui se rendent. Il apporte aussi la menace. Ceux qui refusent seront traqués, jugés, pendus. L'Empire, quand il se met en mouvement, ne plaisante pas. Il a des navires, des tribunaux, des cordes. L'amnistie est une arme subtile. Elle divise. Elle transforme les pirates en candidats au retour dans l'ordre. Elle crée des repentis, des informateurs. Elle fait naître la suspicion. Qui va accepter? Qui va refuser? Qui va trahir pour sauver sa peau? Nassau, qui était un refuge, devient un piège potentiel. Et pourtant, beaucoup restent parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. Parce qu'ils ont goûté à une vie où l'on partage le butin plutôt que de se faire voler son salaire. Parce qu'ils ont des crimes derrière eux qui rendent le retour impossible. Parce qu'ils n'ont plus de place sur Terre. Anne, elle, se trouve au croisement de ses forces. D'un côté, la société coloniale qui lui propose une sécurité conditionnelle, obéir, se taire, rester dans le cadre. De l'autre, la mer qui lui propose une existence dangereuse mais active, choisir, agir, risquer. Et entre les deux, il y a les hommes, toujours, comme porte d'entrée et comme barrière. Un mari qui peut la dénoncer, un amant qui peut la protéger ou la perdre, des autorités qui ne voient en elle qu'un scandale ambulant. On raconte qu'Anne, pour suivre Rackham, abandonne James Bonny. Ce geste dans le monde britannique du XVIIIe siècle est plus qu'une fugue. C'est une rupture de contrat social. Une femme qui quitte son mari se met en danger juridique. Elle peut être poursuivie, ramenée, punie. Elle perd des protections. Elle devient une proie facile pour les ragots, pour les violences, pour les manipulations. Et pourtant elle part. Parce que rester pour elle est une autre forme de mort. Le départ, ce n'est pas seulement monter sur un bateau, c'est apprendre un autre langage. Le langage des manœuvres, des nœuds, des voiles, le langage des quarts, du vent, des courants. Sur un navire, tout est fonction, tout est rythme. On se lève avec la lumière grise, on travaille jusqu'à l'épuisement, on mange quand on peut, on dort quand on peut. Le pont est dur, le bois est humide, le sel colle à la peau, les cordages brûlent les mains, les jurons volent comme des mouettes. Et pour une femme, l'entrée dans cet univers est encore plus compliquée. Les navires sont des espaces masculins, saturés de codes virils, de hiérarchie, de brutalité. Une femme à bord, dans la marine marchande ou militaire, est souvent vue comme un mauvais présage, une source de désordre, un objet de désir ou de violence. Alors comment tenir? Comment ne pas être réduite à un rôle? Comment être un membre d'équipage plutôt qu'une femme d'eux? Le vêtement, encore. Le masque. La chemise de marin, le pantalon, le bandana serré, les cheveux cachés. Ce n'est pas seulement pour tromper l'œil, c'est pour survivre, pour pouvoir grimper, tirer, courir, se battre, pour pouvoir se fondre dans la masse des corps qui travaillent, pour pouvoir être jugé sur l'efficacité, pas sur le genre, et même ainsi, il faut prouver, toujours prouver. Les récits ultérieurs insisteront sur cette image. Anne en habit d'homme, Anne jurant, Anne brandissant un pistolet, Anne sabre à la main. Il y a là une fascination évidente, presque voyeuriste. Mais derrière la fascination, il y a une réalité matérielle. Un navire pirate n'est pas un théâtre. C'est une entreprise criminelle flottante qui vit de la vitesse, de la surprise, de la peur qu'elle inspire. Et dans cette entreprise, chaque bras compte. Chaque combattant compte. Si Anne est restée, si elle a été acceptée, c'est qu'elle a été utile, qu'elle a tenu le pont, qu'elle a encaissé. Nassau, à ce moment-là, est un carrefour de destin. On y croise des noms qui deviendront célèbres. Benjamin Hornigold, mentor de certains, pragmatique, Charles Vane, violent, imprévisible, et même un temps Edward Teach, Barbe Noire, qui incarne la terreur mise en scène. Ce monde pirate n'est pas homogène. Il y a des opportunistes,
des idéologues de la liberté, des psychopathes, des survivants. Il y a des hommes qui veulent se ranger, d'autres qui veulent brûler jusqu'au bout. Et l'Empire, avec Rogers, joue sur ces divisions. Rackham, lui, n'est pas le plus grand capitaine de son époque. Il n'a pas la réputation d'un barbe noire, mais il a quelque chose. Il est au bon endroit, au bon moment, et il comprend l'importance de l'image. Son surnom, son style, sa manière de se présenter. Dans un monde où la peur est une arme, l'apparence compte. Un pavillon noir, un équipage déterminé, une attaque rapide. Parfois cela suffit à faire capituler un navire marchand sans tirer un coup de canon. Moins de dégâts, plus de profit. Anne, en se liant à Rackham, se lie aussi à cette logique. Elle quitte le monde où l'on accumule lentement, légalement, par la terre et les contrats, pour un monde où l'on prend vite, illégalement, par la mer et la menace. C'est une bascule morale autant que sociale. Et ce qui rend cette bascule si troublante, c'est qu'elle se produit dans un empire qui, lui-même, vit de prise et de violence à grande échelle. La différence, c'est le papier. La différence, c'est qui signe. Dans les colonies, on pend les pirates au nom de l'ordre. On les expose parfois comme avertissement. On fait de leur corps des panneaux publicitaires pour la loi. Mais dans le même temps, on protège des fortunes bâties sur l'esclavage, sur la contrebande, sur la spéculation. L'Empire déteste la piraterie parce qu'elle échappe au contrôle fiscal et politique, parce qu'elle attaque les routes commerciales, parce qu'elle menace la crédibilité de l'autorité, pas parce qu'elle est immorale. La morale dans l'Atlantique est souvent un luxe de bureau. Anne, elle, n'a pas accès à ces bureaux. Elle vit dans les interstices, et dans les interstices, on apprend à être pragmatique, on apprend à se protéger, on apprend à choisir ses alliances. Une femme qui veut survivre dans ce monde doit être à la fois dure et stratégique, dure pour ne pas être écrasée, stratégique pour ne pas être sacrifiée. Le mariage avec James Bonney, s'il a eu lieu comme on le dit, est un exemple de cette tension. Se marier, c'est chercher une protection. Fuir, c'est refuser cette protection quand elle devient une cage. Suivre Rackham, c'est chercher une autre forme de protection, plus instable, plus dangereuse, mais peut-être plus conforme à ce qu'elle veut être. Et déjà, on voit se dessiner ce mouvement qui la définira. Transgresser, puis se couvrir. Briser une règle, puis trouver un abri. Mettre le feu, puis chercher un toit. Les Bahamas sous Rogers deviennent un théâtre de répression administrative. On distribue des pardons, on exige des serments, on tente de transformer des pirates en chasseurs de pirates. On promet des récompenses. On fait circuler des listes de noms. On surveille les tavernes. On écoute. On achète des langues. Le monde maritime est petit. Les mêmes navires reviennent, les mêmes hommes se croisent, les mêmes ports servent de relais. Une rumeur peut tuer. Une dénonciation peut pendre. Dans ce climat, choisir la piraterie n'est pas seulement choisir l'aventure, c'est choisir d'être traqué. C'est accepter que la fenêtre se referme, car l'âge d'or de la piraterie, celui qui a prospéré sur le chaos de la guerre et la faiblesse des autorités, touche à sa fin. On ne le sait pas toujours quand on le vit. On croit que la mer restera ouverte, on croit que Nassau restera un refuge, on croit que l'Empire est loin, mais l'Empire n'est jamais loin. Il avance lentement, puis d'un coup il est là, avec ses navires, ses juges, ses cordes. Anne, à ce moment précis, est encore avant les grands titres, avant les procès, avant les gravures. Elle est dans la zone grise. Une femme qui a quitté la terre ferme, qui a quitté un mari, qui a quitté une respectabilité fragile. Une femme qui a peut-être déjà compris que le monde ne lui pardonnera rien. Alors autant choisir sa propre faute, autant choisir son propre risque. On imagine Nassau au petit matin, la lumière blanche qui se lève sur une mer calme, trompeuse, les coques au mouillage, les mâts comme une forêt, l'odeur du poisson, du rhum, du bois mouillé, les cris, les rires, les disputes, les hommes qui marchent en boitant, cicatrices de combat ou de maladie, les vêtements rapiécés, les chapeaux déformés par la pluie, les chemises ouvertes sur des torses brûlés par le soleil, et au milieu, Anne qui ajuste son habit, qui serre un tissu autour de sa tête, qui choisit ce qu'elle montre et ce qu'elle cache. Ce n'est pas une héroïne de roman à ce stade. C'est une personne qui fait des choix dans un monde qui ne lui offre pas beaucoup de bonnes options. Et c'est précisément ce qui rend son histoire si moderne, si dérangeante, parce qu'elle ne se contente pas de subir, elle agit, elle se met en mouvement. Elle prend une route que la plupart n'osent même pas regarder. Le paradoxe, c'est que plus elle s'éloigne des registres officiels, ceux des paroisses, des mariages, des propriétés, plus elle se rapproche d'un autre type d'archives, celle du crime, celle des tribunaux, celle des récits imprimés qui adornent les monstres et les merveilles. La société qui ne voulait pas la voir autrement que comme épouse ou fille va bientôt la regarder comme spectacle. Mais pour l'instant, elle n'est qu'un corps sur un quai, un nom murmuré, une présence qui dérange, et déjà l'habit fait le destin.
la jupe laissée derrière, la chemise de marin adoptée, le tissu qui gratte la peau, qui sent le sel, qui colle quand il pleut, le masque qui permet d'entrer dans un monde interdit, un monde où l'on ne demande pas votre acte de naissance avant de vous faire tirer sur une corde, un monde où l'on ne vous demande pas si vous êtes faite pour ça. On vous regarde travailler, on vous regarde tenir. Anne Bonny, avant d'être un symbole, est une fuite hors de l'Irlande contrainte, une fuite hors de la Caroline esclavagiste et hypocrite, une fuite hors d'un mariage qui l'enferme. Et cette fuite l'amène là où l'Empire est en train de refermer le piège, Nassau, au moment exact où la piraterie commence à manquer d'air, le sel sur la peau, le tissu sur les épaules, le bruit des cordages. Et au loin déjà la rumeur des navires de chasse, des proclamations, des pardons empoisonnés. La mer est grande, oui, mais les routes sont connues. Et quand l'Empire décide de compter, il compte tout, les cargaisons, les hommes, les crimes. Il compte aussi les femmes qui ont osé porter un autre habit que celui qu'on leur avait cousu. Nassau n'a pas besoin de murailles pour se défendre. Elle se défend par sa médiocrité même, par ses bancs de sable traîtres, par ses passes étroites, par cette mer peu profonde qui oblige les gros bâtiments à rester au large, à hésiter, à sonder, pendant que les sloops légers filent comme des couteaux. Nassau, c'est une ville qui n'a pas l'air d'une ville. Quelques rues de sable, des maisons de planches, des toits bas, des palissades bricolées, des porcs qui fouillent, des chiens maigres, et partout cette odeur de bois chauffé, de poissons, de sueur, de rhum renversé. Le soleil y tombe vertical, sans pitié, et la nuit, l'air se remplit de moustiques et de chansons rauques. On y vit dehors. On y vit au bord de la loi, au bord de l'eau, au bord de soi-même, sur les quais, les tissus parlent avant les bouches. Le calicot imprimé, justement, ces cotonnades colorées venues des circuits impériaux, des cargaisons qui passent de main en main, de cale en cale, de comptoir en comptoir. Le calicot, c'est le vêtement du marin qui n'a pas de garde-robe, du pirate qui veut du voyant, du pauvre qui veut du neuf. C'est aussi un signe. Ici, on ne s'habille pas pour être respectable. On s'habille pour être vu, pour être confondu, pour être oublié. Un foulard rouge, une chemise ouverte, un pantalon rapiécé, une ceinture où pend un couteau, le vêtement comme masque, encore. Mais à Nassau, le masque n'est pas une exception, c'est la norme. Anne arrive dans ce décor comme on entre dans une fumée épaisse. On ne sait pas exactement quel jour, quelle marée, quel ciel. On sait seulement le mouvement, quitter la terre ferme, quitter le cadre, quitter la phrase qu'on attend d'elle. Et sur ces quais, elle comprend vite que la mer n'est pas seulement une route, c'est une économie de violence et d'opportunité, une économie où l'information vaut parfois plus qu'un baril de sucre. Les tavernes font office de bourse. On y échange des nouvelles de convois, des rumeurs de patrouilles, des noms de capitaines trop confiants, des détails sur les vents saisonniers. On y parle des Bahamas comme d'un ventre qui digère tout, corsaires démobilisés, marins déserteurs, contrebandiers, esclaves en fuite, petits marchands ruinés, aventuriers de papier. Et au milieu de ce brouhaha, il y a la politique impériale, froide, qui tente de remettre une main sur ce qui lui échappe. Woodes Rogers n'est pas encore une silhouette lointaine. Il est là dans les proclamations, dans les serments, dans les regards méfiants. L'amnistie qu'il apporte est une lame à double tranchant. Elle promet la vie, mais elle exige la soumission. Elle transforme des hommes de mer en hommes de bureau ou en auxiliaires de la répression. Elle crée des repentis qui doivent prouver leur repentir. Et comment le prouver sinon en donnant des noms, en indiquant des caches, en vendant des anciens compagnons? Nassau devient un endroit où l'on se salue en se demandant, sans le dire, qui a déjà signé, qui va signer, qui ment. Dans ce climat, John Rackham se détache comme un personnage de quai, pas encore une figure de potence. Rackham n'a pas l'aura d'un barbe noire, pas la réputation d'un Vane. Il a autre chose, une capacité à se glisser dans les interstices. Il est de ceux qui comprennent que la piraterie, à la fin des années 1710, n'est plus un grand incendie, c'est une série de braises. Il faut souffler dessus vite, avant que la pluie impériale ne les éteigne. On l'appelle Calico Jack, et ce surnom, dans un port où tout le monde porte du tissu bon marché, sonne comme une moquerie devenue marque. Le calico, c'est l'Atlantique en coton, l'Inde, l'Afrique, les Antilles, l'Europe, tout cousu ensemble par le commerce et la contrainte. Porter ce nom-là, c'est porter un monde. Et Anne, qui a déjà appris que l'identité se met et s'enlève, reconnaît peut-être chez lui cette même logique. Être quelqu'un, c'est aussi se fabriquer une silhouette. Le lien entre eux dans les sources est raconté avec gourmandise, comme si l'histoire ne pouvait pas supporter qu'une femme choisisse sans être séduite. Mais ce qu'on devine derrière les clichés, c'est une alliance de fuite. Anne a besoin d'un passage vers la mer, d'un accès à un équipage, à une coque,
à une protection immédiate dans un univers où une femme seule est une cible. Rackham, lui, a besoin de loyauté solide, de gens prêts à le suivre quand l'étau se resserre. Et il y a aussi, sans doute, cette attraction brute des porcs, la promesse d'une vie qui ne ressemble à rien de ce qu'on vous a prescrit. La mer, pourtant, ne pardonne pas les illusions. À bord, tout est technique, tout est discipline, même chez les pirates. Un sloop, ce n'est pas un salon flottant, c'est une machine à vitesse. Coque légère, faible tirant d'eau, un ou deux mâts, des voiles qu'on doit régler sans cesse. Le gréement est un réseau de cordage qui coupe les mains, les poulies grincent, le goudron colle aux doigts. Le pont est glissant de sel et de sang séché. Parfois, on vit dans l'humidité. On dort sur des planches. On mange du biscuit infesté, du salé, du poisson quand on en attrape, et on boit ce qu'on peut, souvent du rhum coupé parce que le eau douce tourne vite dans les barriques, et il y a le travail. Border une voile, carguer, choquer, virer de bord, pomper quand la coque prend l'eau, réparer une couture de toile au fil poissé, gratter la coque quand on peut parce que les tarès et les algues ralentissent le navire. Un pirate qui ne sait pas manœuvrer est un pirate mort. Un pirate qui ne sait pas se battre est un pirate inutile. La piraterie, c'est une compétence acquise dans la marine marchande, dans la course, dans la guerre, et Anne, si elle veut être plus qu'un fardeau, doit apprendre vite, très vite. Le vêtement devient alors plus qu'un symbole. Il devient un outil. Une jupe sur un pont, c'est un piège. Ça s'accroche, ça entrave, ça vous fait tomber. Un corsage serré, c'est une respiration coupée quand il faut tirer sur une drisse. Alors on imagine Anne dans une chemise ample, un pantalon, un foulard noué, les cheveux contenus, le tissu trempé de sel qui colle à la peau qui brûle au soleil, les épaules qui se couvrent de coups de corde, et ce regard des hommes, toujours, qui pèse comme une seconde chaleur. Est-ce qu'elle tient? Est-ce qu'elle flanche? Est-ce qu'elle est là pour de vrai? Dans les récits qui nous restent, on insiste sur sa violence, sur sa capacité à jurer, à frapper, à tirer. C'est peut-être exagéré, peut-être stylisé, mais il y a une logique sociale derrière. Dans un équipage, la place se gagne. Elle ne se donne pas. Et pour une femme, la marge d'erreur est plus petite. Un homme peut être médiocre et rester. Une femme médiocre devient une preuve que ça ne marche pas. Alors il faut être meilleur. Plus dure, plus utile, plus dangereuse. C'est aussi à Nassau, dans cette période où les pirates oscillent entre reddition et fuite, que Rackham se retrouve au cœur d'un basculement concret. Il fait partie un temps de l'équipage de Charles Vane. Vane, c'est l'intransigeance, le refus de l'amnistie, le goût du risque. Mais Vane, c'est aussi l'impopularité quand les décisions coûtent trop cher. Et dans le monde pirate, le capitaine n'est pas toujours un monarque. Il peut être déposé. Les articles de bord, ses règles internes, prévoient parfois des votes, des partages, des sanctions. La démocratie, ici, n'est pas un idéal philosophique. C'est une méthode de survie. Si un capitaine mène l'équipage à la corde, on le remplace. Rackham, selon les récits, profite de ce mécanisme. Vane est destitué. Rackham est élu capitaine. Ce détail est important parce qu'il montre la piraterie comme une organisation, pas seulement comme un chaos. Et Anne, en se liant à Rackham, se lie à un homme qui vient d'obtenir un commandement par la volonté d'autres hommes. Ce n'est pas un seigneur. C'est un élu de la marge. Un chef fragile, dépendant de la confiance, donc obligé de prouver sans cesse qu'il mérite la barre. Le premier grand coup de Rackham, celui qui le fait vraiment exister comme capitaine, est aussi un coup de théâtre maritime, la capture du sloop Kingston, un navire marchand près de la Jamaïque, en 1719. Le Kingston transporte des marchandises précieuses. Le prendre, c'est frapper fort. Mais frapper fort attire la chasse. Les marchands jamaïcains ne sont pas des victimes passives. Ils ont des intérêts, des réseaux, des moyens. Ils arment des chasseurs, ils paient des hommes, ils écrivent aux autorités, et l'autorité, quand l'argent crie, écoute. Le Kingston devient un fardeau autant qu'un butin. On ne peut pas le garder longtemps. On ne peut pas le vendre ouvertement. Il faut le dépouiller, cacher, disperser. Et c'est là que Nassau, encore, joue son rôle. Un endroit où l'on peut écouler, où l'on peut se fondre, où l'on peut espérer que la mer avale les traces, mais la mer n'avale pas tout. Elle recrache parfois. Rogers, de son côté, n'est pas un gouverneur de papier. Il veut des exemples, il veut des pendaisons. Il veut que Nassau cesse d'être un mot qui fait rêver les marins pauvres. Il veut que Nassau redevienne un port anglais avec des taxes, des registres, des douanes, et pour cela il utilise tout, la promesse, la menace, la division. Il offre des pardons, mais il en fait aussi des pièges. Un pirate pardonné doit rester dans le cadre. Il doit travailler, il doit obéir. Il doit parfois aider à capturer ceux qui refusent. Rackham à un moment accepte l'amnistie. C'est un fait qui dérange la légende.
parce qu'on préfère les pirates jusqu'au bout. Mais accepter un pardon dans ce contexte peut être une stratégie, une respiration, un masque administratif. On signe, on jure, on gagne du temps. On se donne une chance de rester vivant. Et Anne, si elle est déjà avec lui, voit de près cette oscillation. Transgresser, puis chercher un abri. Brûler, puis se couvrir. Sauf que l'abri est étroit. Et la mère, elle, continue d'appeler. Les pardons ne remplissent pas les poches. Ils ne nourrissent pas un équipage. Ils ne guérissent pas l'habitude du risque. Et surtout, ils ne lavent pas les regards. Un pirate pardonné reste un pirate dans la tête des autorités. Un pirate pardonné est surveillé. Il est suspect. Il est un homme qu'on attend au tournant. C'est dans cette zone grise, entre la reddition et la rechute, que se forme le trio qui fera exploser la mémoire, Rackham, Anne et Mary Read. Mary Read, elle aussi, est une histoire de tissu et de masques. Une femme qui, selon les récits, a vécu longtemps en habit d'homme, qui a servi comme soldat, qui a navigué. Là encore, les détails sont difficiles à vérifier dans chaque nuance, mais l'essentiel est là. Mary connaît le monde masculin de l'épée et du pont. Elle sait se tenir. Elle sait parler le langage des hommes de mer. Et quand elle rejoint l'équipage de Rackham, elle apporte quelque chose de rare, une compétence déjà forgée et une capacité à se fondre. La rencontre entre Anne et Mary, telle qu'elle est racontée plus tard, a des accents de scène écrite pour frapper l'imagination. Deux femmes déguisées, se reconnaissant, se testant, se révélant. On sent la main des compilateurs, le goût du sensationnel. Mais même si l'on retire le vernis, il reste une réalité sociale fascinante. Deux femmes, dans un univers où elles sont censées être absentes, se retrouvent du même côté du sabre, et cela change la dynamique à bord. Parce qu'un équipage, ce n'est pas seulement des bras, c'est une communauté sous pression. Une communauté où la jalousie, le désir, la peur, la superstition peuvent devenir des armes. La présence d'une femme peut déclencher des tensions. La présence de deux femmes, combattantes, capables, peut aussi créer une forme de solidarité interne, un noyau dur. Anne n'est plus seule. Elle n'est plus l'exception isolée. Elle a une alliée ou au moins un miroir. Et ce miroir est dangereux. Il oblige à se définir. Anne, qui a peut-être utilisé le vêtement masculin comme protection, voit en Mary quelqu'un qui l'a fait comme mode de vie. Mary, qui a appris à survivre en se faisant passer, voit en Anne quelqu'un qui brûle plus ouvertement, plus frontalement. Deux stratégies, deux tempéraments. Et autour d'elle, des hommes qui doivent intégrer cette anomalie sans perdre la cohésion. La piraterie de Rackham, à ce moment-là, n'est pas celle des grands vaisseaux capturés et transformés en forteresses flottantes. C'est une piraterie de sloop, rapide, opportuniste. On attaque des petites prises, des pêcheurs, des caboteurs, des navires marchands isolés. On évite les combats longs. On cherche la surprise. On joue sur la peur. On arrive sous un pavillon neutre, on se rapproche, puis on hisse le noir au dernier moment. On montre les armes. On crie. On promet la mort si l'on résiste. Et souvent, ça suffit. La violence dans ces attaques est une monnaie. On n'a pas besoin de tuer tout le monde. On a besoin que la réputation fasse le travail. Un équipage qui se rend vite, c'est un équipage qui laisse le navire intact, la cargaison intacte, les pirates intacts. La piraterie efficace est une piraterie qui minimise les pertes. Mais pour minimiser les pertes, il faut parfois être prêt à aller très loin. Il faut que l'autre y croie. Anne et Mary, dans les témoignages du procès de 1720, apparaissent justement comme des combattantes, pas comme des passagères. Des témoins diront qu'elles étaient armées, qu'elles se battaient, qu'elles encourageaient, qu'elles menaçaient. Et ce détail, lui, a une valeur particulière, parce qu'il vient de la machine judiciaire, pas seulement de la littérature. La Cour n'a aucun intérêt à inventer des héroïnes. Elle a intérêt à établir la culpabilité. Si elle mentionne leur activité, c'est que cela a frappé les esprits au point de devenir un élément de dossier. À bord, l'armement est simple et brutal. Pistolets à silex, qui ratent parfois, qui s'enrayent avec l'humidité, qu'il faut garder au sec autant que possible, sabres, scoutlasses, haches d'abordage, quelques mousquets, des grenades improvisées, parfois, des bouteilles, des objets lourds. Le combat naval, à cette échelle, est souvent un combat de proximité. On s'accroche, on saute, on frappe, on hurle, on glisse sur le bois mouillé, on sent la poudre, l'huile, le sang, et puis il y a la vie entre les attaques. La vie qui use, les vêtements qui ne sèchent jamais vraiment, les plaies qui s'infectent, les dents qui se déchaussent, les fièvres, les parasites, les disputes pour une ration, pour une part de butin, pour une insulte. Les pirates ont des articles, oui, mais les articles ne suppriment pas la nature humaine. Ils la canalisent, ils la punissent quand elle menace le groupe. On peut être fouetté, on peut être abandonné sur une île, on peut être exécuté par les siens. La liberté pirate a ses propres prisons. Anne, dans ce monde, oscille
On la voit transgressive, mais on la voit aussi chercher des appuis. Rackham est un appui, Mary en devient un autre. Et même l'équipage, cette fraternité rude, est une forme de protection. Mieux vaut être des leurs que d'être seul sur un quai. Où n'importe quel homme peut vous acheter, vous vendre, vous dénoncer, car la dénonciation est partout. Les Bahamas et la Jamaïque sont reliés par des routes maritimes courtes, les nouvelles circulent vite. Les autorités jamaïcaines, à Spanish Town, à Port-Royal, ne regardent pas Nassau comme un folklore. Elles regardent Nassau comme une menace directe sur le commerce du sucre, sur les assurances, sur la crédibilité de l'ordre colonial, et elles ont des moyens. Elles ont des commissions. Elles ont des chasseurs de pirates. Elles ont des capitaines prêts à gagner une récompense. Rackham, après l'amnistie, replonge. Les récits parlent d'un vol de sloop à Nassau, d'une fuite nocturne, d'un départ précipité. On imagine la scène, une rade sombre, des silhouettes qui rament sans bruit, des cordages qu'on détache, une voile qu'on hisse à moitié pour ne pas claquer, le cœur qui bat parce que si l'on est pris, ce n'est plus une simple arrestation, c'est la corde. Et Anne, dans cette fuite, retrouve peut-être une sensation qu'elle connaît depuis l'enfance, le masque qu'on remet en vitesse, le rôle qu'on endosse pour passer la porte. Une fois en mer, la géographie devient une alliée et une ennemie. Les Caraïbes ne sont pas un espace vide. C'est un labyrinthe de courants, de récifs, d'îles, de canaux. Les pirates connaissent les passes. Ils savent tout se cacher. Ils savent tout trouver de l'eau douce, ou réparer, ou attendre. Ils utilisent les cailles, ces îlots bas, couverts de mangroves, où l'on peut disparaître à quelques encablures d'une route fréquentée. Ils vivent dans les marges de la carte, là où les grands navires hésitent. Mais plus l'Empire serre, plus ses marges se rétrécissent. Les gouverneurs coopèrent. Les patrouilles se multiplient. Les marchands s'arment. Les capitaines apprennent à ne pas se laisser approcher. La fenêtre d'action se compte en mois. Et cela change l'atmosphère à bord. On boit plus ou on boit moins, selon les hommes. On devient nerveux. On devient imprudent. On devient fataliste. C'est aussi là que la légende commence à se fabriquer, non pas dans les livres, mais dans les bouches. Un navire attaqué qui s'en sort racontera l'histoire au prochain port. Un marin dépouillé décrira les visages, les armes, les jurons. Et si, parmi ces visages, il y a une femme en pantalon, un pistolet à la main, alors le récit prend une autre couleur. Il devient plus vendable, plus scandaleux, plus mémorable. La rumeur est une presse avant la presse. Anne, elle, devient un détail qui fait tenir l'histoire. Les hommes de mer ont vu des pirates, ils en ont vu beaucoup. Mais une femme pirate, c'est une anomalie qui se retient. Et cette anomalie, paradoxalement, la rend plus visible au moment même où elle cherche à se fondre. Le masque attire l'œil. On peut imaginer un abordage typique de Rackham. Un petit caboteur chargé de provisions, de tissus, de sucre brut, de rhum. Le sloop pirate arrive avec le vent, se place de manière à couper la route. Un coup de feu en l'air, un cri, le pavillon noir. Les marchands hésitent, résister c'est risquer la mort. Se rendre c'est perdre la cargaison mais sauver la peau. La plupart se rendent. Alors les pirates montent, fouillent, prennent ce qui se transporte facilement, argent, armes, nourriture, vêtements, parfois des instruments de navigation. Ils laissent le navire repartir, humilié, vivant, porteur de la nouvelle. Et dans ces moments-là, Anne n'est pas seulement une silhouette. Elle est une présence active. Les témoignages la décriront plus tard comme très prête et disposée à faire tout ce que faisaient les hommes. Cette phrase dans une bouche du XVIIIe siècle est presque un verdict social. Elle dit, elle a franchi la ligne. Elle n'a pas seulement été là, elle a fait. La relation entre Anne et Rackham, elle aussi, est prise dans cette tension entre réalité et récit. On la romantise souvent, l'amante fidèle, la complice passionnée. Mais la mer n'est pas un endroit où l'amour suffit. L'amour, s'il existe, doit cohabiter avec la faim, la peur, la discipline, la jalousie, la promiscuité. Un couple à bord, c'est un risque pour l'autorité du capitaine, un risque pour la cohésion. Rackham doit être capitaine avant d'être amant. Anne doit être utile avant d'être femme d'eux. Et cette hiérarchie, même chez les pirates, est une forme de structure qu'on ne brise pas sans conséquence. Mary Read ajoute une autre couche. Les récits ultérieurs suggèrent qu'Anne, croyant Mary être un homme, aurait été attiré par elle avant de découvrir la vérité. Là encore, on sent le goût du scandale, la volonté de faire de ces vies des anecdotes croustillantes. Mais ce que cela révèle, même déformé, c'est un monde où les identités sont fluides par nécessité, où l'on peut être homme par vêtement, par posture, par fonction, où le genre devient sur le pont une performance surveillée, et où la découverte d'une vérité biologique ne résout pas tout, elle complique. Car si Mary est une femme, alors Anne n'est plus seule à porter ce secret. Et si deux femmes se battent,
Alors l'équipage doit gérer non seulement la morale, mais la logistique. Où dorment-elles? Comment? Éviter les agressions? Comment éviter les conflits? Les pirates ne sont pas des saints. Ils viennent d'un monde brutal. La présence de femmes ne transforme pas magiquement ce monde, elle l'expose. On sait par les procès que lorsque l'équipage de Rackham sera capturé, beaucoup d'hommes diront qu'ils étaient ivres, qu'ils n'ont pas combattu, qu'ils ont été surpris. Et on dira au contraire qu'Anne et Mary se sont battus plus longtemps. Cette image qu'on répétera ensuite comme une preuve de courage peut aussi être lue autrement. Elle n'avait pas le luxe de la lâcheté. Un homme capturé peut espérer une clémence, une négociation, un statut de marin forcé. Une femme capturée, et surtout une femme armée, devient un symbole à écraser, elle devient un scandale à punir. Alors on se bat, parce que la reddition n'offre pas la même issue. Mais avant la capture, il y a cette période de course courte, nerveuse, où Rackham tente de vivre de prises modestes. Les pirates, à ce stade de l'âge d'or finissant, ne sont plus des rois. Ils sont des fugitifs. Ils doivent éviter les ports trop surveillés. Ils doivent trouver des marchés noirs. Ils doivent compter sur des complices. Et ces complices existent. Des marchands qui ferment les yeux, des taverniers qui achètent à bas prix, des pêcheurs qui échangent des informations contre une part. L'économie coloniale est pleine de portes dérobées. La loi est une façade. Souvent, Anne, dans cette économie, apprend aussi la valeur des objets. Un pistolet en bon état vaut plus qu'un sac de pièces si l'on doit se battre demain. Une boussole fiable vaut une vie. Une voile de rechange vaut une fuite réussie. Un vêtement sec vaut une nuit sans fièvre. Et le calicot encore circule. On le vole, on le porte, on le revend. Le tissu devient une monnaie. Le tissu devient une identité. Calico Jack porte son surnom comme un drapeau. Et Anne porte son pantalon comme une déclaration silencieuse. La mer des Caraïbes, elle n'est pas toujours bleue et docile comme sur les gravures. Elle peut être d'un vert laiteux au-dessus des bancs de sable. Elle peut être noire sous un grain. Les orages tropicaux arrivent vite, avec un mur de pluie qui efface l'horizon. Le vent tourne, les voiles claquent. On doit réduire, affaler, tenir la barre. Un sloop peut chavirer, un mât peut casser. Et quand on est pirate, on ne peut pas toujours entrer au port pour réparer. On répare où l'on peut, avec ce qu'on a, en priant pour que la prochaine poursuite n'arrive pas avant la fin de la couture. Dans ces moments-là, la légende se tait. Il n'y a plus de scandale, plus de morale, plus de pamphlets. Il y a des mains qui tirent, des yeux qui cherchent une éclaircie, des corps qui glissent. Et Anne, si elle est là, est un corps parmi d'autres. Soumis aux mêmes lois physiques, la mer est égalitaire dans sa cruauté. Et pourtant, c'est précisément cette égalité brutale qui peut séduire. Sur Terre, Anne est enfermée dans des catégories. En mer, elle est enfermée dans des tâches. C'est différent. Sur Terre, on la juge sur ce qu'elle est censée être. En mer, on la juge sur ce qu'elle fait. Et ce déplacement, même s'il est payé par la peur et la violence, a quelque chose d'enivrant. Les autorités, elles, ne voient pas cette nuance. Elles voient une menace. Elles voient des cargaisons perdues, des assurances qui montent, des marchands qui se plaignent, des esclaves qui entendent parler, de pirates et imaginent une fuite. Elles voient un désordre contagieux, et dans un empire bâti sur la discipline des routes maritimes, le désordre est un poison. Alors la chasse se prépare. Pas encore le coup final, pas encore Spanish Town, pas encore les juges, mais déjà dans les ports de Jamaïque, on parle de commissions données à des chasseurs de pirates, on parle de sloops armés, on parle de capitaines qui connaissent les passes, on parle de récompenses, et chaque fois qu'un pirate attaque, il laisse derrière lui non seulement des victimes, mais des témoins qui décrivent, des témoins qui exagèrent, des témoins qui fixent des détails. Une femme, deux femmes, des habits d'hommes, des jurons, des pistolets. La rumeur, à force de répétition, devient presque une preuve. Et la preuve, à force de papier, devient une histoire. Anne Bonny, dans cette période, est encore vivante au sens le plus brut. Elle mange quand elle peut, elle dort quand elle peut, elle se bat quand il faut. Elle n'est pas encore un portrait gravé, elle n'est pas encore une phrase dans une compilation attribuée à un Captain Charles Johnson. Elle est une présence sur un pont qui tangue, une main sur une arme, un tissu noué sur le front pour empêcher la sueur de couler dans les yeux. Et ce tissu, ce masque, ce vêtement, est aussi une promesse de disparition, parce que ce qui se met peut s'enlever, ce qui se noue peut se dénouer, ce qui se porte peut se jeter à la mer. À Nassau, on apprend à changer de nom, à changer de camp, à changer de serment, à changer de chemise. Et Anne, qui a commencé sa vie dans les zones floues des registres, continue de glisser entre les catégories fille ou garçon, épouse ou fugitive, femme ou marin, criminel ou pardonné. Chaque statut est une couche. Chaque couche peut être arrachée, mais plus on empile les couches, plus on étouffe.
Et plus on étouffe, plus on prend des risques pour respirer. Rackham, Anne, Mary. 3 silhouettes sur une mer où l'Empire commence à compter les jours. 3 silhouettes qui vivent dans une fenêtre qui se referme, et pendant qu'ils prennent de petites proies, pendant qu'ils boivent, qu'ils rient, qu'ils se disputent, pendant qu'ils recousent, une voile et nettoient un pistolet, quelque part, sur une table de gouverneur, sur un bureau de marchand, sur un registre de tribunal, à leur existence se transforme en dossier. Le dossier, lui, n'a pas besoin de romantisme. Il a besoin de noms, de dates, de témoins. Et Nassau, qui avait été un refuge de sable et de bois, devient peu à peu ce qu'elle a toujours été pour l'Empire. Un problème à résoudre, une anomalie à corriger, une tâche sur la carte. Anne, en calicot ou en toile grossière, en chemise trempée de sel, continue d'avancer avec cette contradiction au corps, vouloir la liberté mais devoir sans cesse se protéger, vouloir être visible pour être respecté à bord, mais devoir être invisible pour survivre à terre, vouloir briser les règles mais devoir connaître les règles assez bien pour les contourner. Et dans cette mer où l'on change d'identité comme on change de voile, la célébrité commence parfois par un détail qu'on n'a pas choisi, une femme qui ne baisse pas les yeux, un pistolet qui ne tremble pas, un pantalon qui scandalise plus qu'un vol de cargaison. La Jamaïque n'est pas Nassau. La Jamaïque, c'est la richesse qui a pris racine et qui s'est entourée de dents, des plantations qui montent à l'intérieur des terres comme des forteresses vertes, des moulins à sucre qui grincent jour et nuit, des entrepôts qui sentent la mélasse, le cuir mouillé, le café, la poudre, et surtout Port-Royal, ce port qui a été un repère de flibustiers avant de devenir une vitrine de l'ordre anglais, une vitrine fissurée, mais une vitrine quand même. Ici, l'argent ne circule pas seulement dans les poches, il circule dans les lois, dans les commissions, dans les primes, dans les lettres scellées de cire. Et quand l'argent circule dans les lois, la piraterie cesse d'être une aventure, elle devient une ligne comptable, une perte, une menace pour le crédit, pour l'assurance, pour la confiance. On ne pend pas seulement des hommes pour les punir, on les pend pour rassurer les investisseurs, pour calmer les marchands, pour dire à Londres, la route du sucre est sous contrôle. C'est ça, la fin de l'âge d'or. Pas une grande bataille navale, pas un duel au sabre sur un pont en feu, une administration qui se réveille, une bureaucratie qui apprend à tuer. Depuis 1718, depuis que Woodes Rogers a débarqué aux Bahamas avec ses proclamations et ses pardons conditionnels, l'Atlantique des marges se rétrécit. Les pirates qui ont accepté l'amnistie ont dû choisir redevenir des marins ordinaires, des pêcheurs, des coupeurs de bois, ou bien replonger, mais alors sans illusion. Parce que replonger après avoir juré, c'est offrir aux autorités un argument en or, récidive, trahison, exemple à faire. Rackham, lui, a replongé comme on replonge dans une eau tiède qui cache des requins. Il n'a pas la puissance d'un grand capitaine de guerre. Il a un sloop, une coque légère, une voile qui boit le vent, une poignée d'hommes, et 2 femmes dont la simple existence à bord, armées, prêtes, visibles, transforme chaque rumeur en scandale. On imagine souvent la piraterie comme une suite de coups d'éclat. En réalité, à ce stade, c'est une suite de calculs ou frapper sans attirer trop vite la chasse. Quelle prise vaut le risque? Quel port est trop chaud? Quel mouillage est encore sûr? Et surtout, combien de temps avant que quelqu'un, quelque part, décide que votre tête a un prix? Ce prix, il existe déjà. Les gouverneurs des colonies anglaises, les assemblées locales, les marchands, tous ont compris que la meilleure arme contre les pirates, ce n'est pas seulement un canon. C'est l'information, un nom donné au bon moment, une description, une route, un complice. Et l'information, dans les Caraïbes, se monnaie comme le rhum. Elle se coupe, elle se dilue, elle se vend à la louche, mais elle finit toujours par enivrer quelqu'un. Rackham et les siens vivent donc dans un monde où chaque voile à l'horizon peut être une proie ou une potence, où chaque cri d'oiseau au-dessus d'une quaille peut signifier la terre ou un piège, où chaque nuit au mouillage est une nuit à écouter le bois travailler, les cordages gémir et les hommes respirer dans le noir avec cette question muette: qui parmi nous parlera si on est pris? La mer, elle, ne change pas ses habitudes. Elle continue de vous coller le sel sur la peau, de vous brûler les yeux, de vous faire dormir dans une humidité qui ne sèche jamais. Les chemises deviennent des peaux secondaires, raides de sueur et de sel. Les pantalons rapiécés sentent le goudron et la fumée. Le foulard noué sur le front n'est pas un accessoire romantique. C'est une digue contre la sueur, contre le soleil, contre l'éblouissement. Le vêtement comme masque, oui, mais aussi comme outil de survie. Et quand on vit traqué, le masque n'est pas seulement ce qu'on montre aux autres, c'est ce qu'on se met pour tenir. Anne Bonny, dans cette période, n'est pas une héroïne de gravure,
Elle est une femme qui doit, chaque jour, prouver qu'elle n'est pas un poids mort. Les témoignages ultérieurs insisteront sur sa dureté, sur ses jurons, sur sa violence. Ce n'est pas seulement du sensationnel. C'est une logique de bord. Sur un sloop, il n'y a pas de place pour la fragilité affichée. La fragilité attire. La fragilité invite. Et une femme, dans un équipage d'hommes, porte sur elle une cible supplémentaire, celle du mépris, celle du désir, celle de la jalousie, celle de la morale importée de la terre ferme. Mary Read, elle, est un autre type de masque, plus ancien, plus maîtrisé. Dans les récits, elle a vécu longtemps en habit d'homme, elle a servi, elle a combattu. Qu'on prenne ces détails avec prudence ou non, une chose est sûre. Au procès, on parlera d'elle comme d'une combattante. Et cette compétence, cette manière de se tenir, de marcher, de parler, de regarder, change l'équilibre. Deux femmes armées, ce n'est plus une exception pittoresque, c'est un fait social à bord. Un fait qui oblige les hommes à se positionner, et les hommes, justement, sont fatigués. Fatigués de courir, fatigués de se cacher, fatigués de partager des prises de plus en plus petites, parce que la répression a un effet mécanique, elle ne supprime pas immédiatement la piraterie, elle la rend moins rentable. Les navires marchands voyagent en convoi quand ils le peuvent. Ils s'arment. Ils apprennent à reconnaître les approches suspectes. Les capitaines deviennent paranoïaques. Les ports deviennent des nids d'informateurs. Les mouillages se surveillent. Alors Rackham fait ce que font les pirates quand la grande chasse commence. Il se rabat sur les petites proies. Des caboteurs, des pêcheurs, des sloops de commerce local. Des navires qui transportent des vivres, du tissu, un peu d'argent, parfois des armes. Ce n'est pas glorieux, c'est vital. Et c'est là que la piraterie révèle son visage le plus nu, l'économie de la peur. On ne gagne pas seulement en prenant. On gagne en faisant savoir qu'on peut prendre. Un pavillon noir hissé au dernier moment, un coup de feu pour le bruit, des cris, des menaces. Le théâtre est une arme parce qu'il évite le combat. Un combat, c'est du sang, des blessures, des morts, des voiles trouées, des mâts cassés. Un combat, c'est du temps perdu. Et le temps, à ce moment-là, est l'ennemi. Mais le théâtre a un prix. Il fabrique des histoires. Et les histoires, elles, voyagent plus vite que les sloops. Un marin dépouillé arrive à Port-Royal, raconte qu'il a vu une femme en pantalon, un pistolet à la main, qui jurait comme un gabier et frappait comme un matelot. Le tavernier répète, le marchand amplifie, le fonctionnaire note. Et bientôt, ce détail devient un signalement. Une femme pirate, deux femmes pirates, avec Rackham. Dans un monde où l'ordre colonial repose sur des hiérarchies rigides, hommes libres, femmes, esclaves, marins, planteurs, l'idée même de femmes armées sur un pont est une provocation, pas seulement morale, politique. Parce que si une femme peut prendre un sabre et monter à l'abordage, alors qu'est-ce qui tient encore les catégories en place? Et l'Empire, quand il sent une catégorie vaciller, réagit avec une violence froide. La Jamaïque a ses tribunaux de l'amirauté, ses juges, ses procureurs, ses prisons, et surtout elle a des hommes de mer prêts à devenir chasseurs de pirates, pas par vertu, par opportunité. Une commission, c'est un papier qui autorise la violence au nom de la loi, c'est une permission de poursuivre, de capturer, de saisir, et parfois c'est une promesse de récompense. Dans les mois qui précèdent octobre 1720, l'air se charge de cette électricité-là, on la sent dans les ports, dans les lettres, dans les rumeurs. Les pirates ne sont plus une nuisance tolérée, ils sont une campagne, une opération, une priorité. Rackham pourtant continue, parce qu'il n'a pas vraiment d'autre métier. Parce que revenir à terre, c'est redevenir quelqu'un de surveillé, de méprisé, de pauvre. Parce que l'amnistie, quand on l'a déjà trahi, n'est plus un refuge. Et parce que la mer, même traquée, reste un espace où l'on peut encore respirer. On les imagine au mouillage près de la côte nord de la Jamaïque, dans ces eaux où la lumière est trompeuse. Le jour, tout paraît simple, une mer claire, des fonds visibles, des poissons qui filent comme des éclats d'argent. La nuit, tout devient piège. Les récifs invisibles, les courants qui vous poussent, les silhouettes qui se confondent. Le bois du sloop craque, les hommes boivent. Le rhum circule, parce que le rhum est une anesthésie et une monnaie de discipline. On boit pour oublier la peur. On boit pour se donner du courage. On boit parce qu'on ne sait pas si demain on sera vivant. Et c'est là, dans cette fatigue, dans cette routine de fuite, que se glisse l'erreur. L'erreur classique, l'erreur humaine. Croire que la nuit protège. Croire que l'ennemi dort. Croire que la mer est un rideau. En octobre 1720, une force jamaïcaine se met sur leur piste. Dans les récits et les documents, un nom revient, le capitaine Jonathan Barnett, un chasseur de pirates, armé, mandaté, qui connaît ses eaux et qui n'a pas besoin de romantisme. Il a besoin de résultats. Barnett n'est pas un personnage de taverne. C'est un professionnel de la capture,
La rencontre n'a rien d'un duel noble. C'est une interception, une poursuite, un piège qui se referme. Barnett approche, et la nuit, au lieu d'être une couverture, devient un couloir. Les sloops se cherchent, se sentent, se devinent. On crie, on tire. Les armes à silex claquent, éclairent un instant des visages tendus, puis la fumée avale tout. Le bruit est sec, brutal, et l'odeur de poudre se mélange à l'odeur de mer. Sur le sloop de Rackham, l'équipage est pris dans un état qui sera plus tard utilisé contre lui, l'ivresse. Les témoignages au procès diront que beaucoup étaient dans leur hamac, que certains étaient trop saouls pour se battre, que la surprise a été totale. On peut y voir une excuse de condamné. On peut aussi y voir une vérité banale. Des hommes traqués boivent, et parfois ils boivent au mauvais moment. Ce qui ressort, en revanche, avec insistance, c'est que deux personnes, elles, ne se seraient pas cachées, Anne Bonny et Mary Read. Les récits judiciaires et les compilations ultérieures convergent sur cette image. Pendant que des hommes hésitent, reculent, se terrent, elles se battent, elles tirent, elles jurent, elles refusent de céder. Ce détail est cruel, parce qu'il peut être lu comme du courage, et il l'est, sans doute. Mais il peut aussi être lu comme une absence de choix. Un homme capturé peut espérer, même faiblement, se fondre dans la masse des marins, plaider la contrainte, la misère, l'alcool, la peur. Une femme capturée, et surtout une femme qui a combattu, devient un symbole, et un symbole, on le brise pour l'exemple. Alors elles se battent comme si la reddition était pire que la mort. Parce que, dans leur monde, elle l'est peut-être. Le combat à cette échelle est un chaos de proximité. On n'est pas dans les grandes batailles de ligne. On est dans le bois qui résonne sous les pas, dans les cordages qui fouettent, dans les mains qui glissent sur des garde-corps humides. Un pistolet tiré trop vite rate. Un silex mouillé refuse l'étincelle. On jette des jurons comme on jette des coups. On cherche à accrocher, à repousser, à empêcher l'autre de monter. Barnett, lui, a l'avantage de la préparation. Il n'est pas là pour négocier. Il est là pour prendre. Et quand la prise est faite, quand le sloop de Rackham est maîtrisé, la scène bascule d'un coup. La mer redevient calme, mais ce calme est celui des menottes. On attache, on désarme, on compte les prisonniers, on fouille. Et là, au milieu des hommes, on découvre, ou on confirme, ce que la rumeur disait, il y a des femmes. 2. Habillées comme des marins, armées et vivantes, le vêtement encore, le masque. Ce qui avait permis de tenir à bord devient, à l'instant de la capture, une pièce à conviction. Un pantalon n'est plus un outil, c'est une provocation. Une chemise ouverte n'est plus une commodité, c'est une indécence. Un foulard noué n'est plus une protection contre le soleil. C'est un signe de déviance aux yeux de ceux qui vont écrire le procès-verbal. On les emmène à Spanish Town, la capitale administrative de la Jamaïque. Pas Port-Royal, pas Kingston seulement, mais Spanish Town, l'endroit où l'ordre colonial se met en scène avec ses bâtiments, ses bureaux, ses juges, ses registres. Le trajet lui-même est une descente. On quitte la mer, cet espace où l'on peut encore manœuvrer, fuir, improviser, pour entrer dans un monde de portes, de serrures, de papier, un monde où l'on ne se bat pas au sabre. On se bat avec des mots, et les mots ici appartiennent à ceux qui savent écrire. La prison coloniale n'a rien d'un cachot romantique. C'est la chaleur enfermée, l'air qui ne circule pas, les insectes, les odeurs de latrine, de sueur, de maladie, les chaînes qui frottent la peau, les plaies qui s'infectent, les fièvres qui montent, et surtout, l'attente du tribunal, l'attente de la sentence, l'attente de la corde. Les tribunaux de l'amirauté dans les colonies sont des machines rapides quand il s'agit de pirates. On ne veut pas traîner, on veut frapper vite. On veut éviter les évasions, les complicités, les retournements. On veut un exemple pendant que la rumeur est encore chaude, pendant que les marchands sont encore furieux, pendant que les journaux et les lettres peuvent porter la nouvelle. Justice a été faite. En novembre 1720, le procès s'ouvre à Spanish Town. Rackham est jugé avec ses hommes. Les chefs d'accusation sont ceux qui collent à la piraterie comme le sel à la peau. Piracy and robbery upon the high seas. Vol à main armé en mer. Un crime qui, dans l'imaginaire anglais, est presque une trahison, parce qu'il attaque la route impériale, la circulation des biens, à la puissance maritime elle-même. Les témoins défilent, des capitaines dépouillés, des marins humiliés, des hommes qui décrivent des armes, des menaces, des pavillons. On parle de prise, on parle de cargaison, on parle de violence. Et au milieu de ces descriptions, il y a ces détails qui font lever les sourcils. 2 femmes parmi les assaillants, 2 femmes qui ne se contentaient pas d'être là, 2 femmes qui portaient des armes et étaient très actives. Le tribunal n'a pas besoin de les transformer en monstres. La simple mention suffit.
Parce que la société coloniale est construite sur l'idée que la violence légitime appartient à certains corps et pas à d'autres. Un homme armé est un danger, une femme armée est un scandale, Rackham est condamné. La sentence dans ces procès est presque automatique. La piraterie, c'est la mort. Et Rackham Calico Jack finit pendu. Son corps, selon les pratiques de l'époque, peut être exposé, suspendu dans une cage de fer, un gibet, pour servir d'avertissement aux marins qui passent. Le cadavre devient un panneau de signalisation. Voilà où mène la mer quand on la vole. Et pendant que Rackham est conduit vers sa fin, Anne Bonny et Mary Read attendent leur tour devant la même machine. Leur procès à elles est un moment où l'Empire se regarde dans un miroir, parce que juger des femmes pour piraterie, ce n'est pas seulement juger un crime, c'est juger une transgression de rôle. On les accuse d'avoir volé, oui, mais on les accuse aussi implicitement d'avoir quitté la place assignée, d'avoir porté le mauvais tissu, d'avoir pris la mauvaise posture, d'avoir parlé trop fort, d'avoir tiré. Les témoignages les décrivent en habit d'homme au moment des attaques, et ce détail, encore une fois, n'est pas anecdotique. Il sert à établir leur participation active, il sert à dire elles n'étaient pas des passagères. Elles étaient des pirates, la sentence tombe, coupables, condamnées à mort. Et là, au moment où la corde semble déjà se dessiner, elles utilisent une arme que la mer ne leur a jamais donnée, mais que la terre, paradoxalement, leur offre, le droit. Un vieux mécanisme anglais connu sous le nom de pleading the belly, plaider le ventre, déclarer être enceinte. Demander un sursis, non pas par pitié pour la condamnée, mais par souci de ne pas exécuter un enfant à naître, c'est un masque d'un autre type, pas un pantalon, pas un foulard, un masque juridique. Une couche de tissu invisible, faite de procédures, de médecins, de matrones appelées à examiner, à attester. La femme qui a défié l'ordre par les armes se protège en entrant, soudain, dans la catégorie la plus protégée par la morale de l'époque, la maternité potentielle. Le paradoxe est violent. Toute leur vie récente a été une fuite hors des rôles, et c'est un rôle précisément qui leur sauve la vie, ou du moins qui la retarde. Le tribunal accorde le sursis, on ne pend pas tout de suite, on renvoie en prison, on attend, et l'attente dans une prison jamaïcaine n'est pas une pause, c'est une lente décomposition. Les maladies circulent, la dysenterie, les fièvres, les infections. Les corps affaiblis par la mer, par la malnutrition, par le stress, deviennent des proies faciles. Mary Read ne sortira pas. Elle meurt en prison en 1721 selon les registres. Sa fin est presque administrative. Une ligne, une date, une disparition dans le bruit de fond colonial. La femme qui a porté un masque d'homme pendant des années, qui a combattu, qui a été jugée, finit comme finissent tant de prisonniers, pauvres, emportés par la maladie, sans scène, sans public, sans gravure. Anne Bonny, elle, reste. Et c'est là que l'histoire devient étrange, non pas parce qu'elle devient mystérieuse au sens romanesque, mais parce qu'elle devient silencieuse. Les archives, qui avaient été si bavardes au moment du procès, se mettent à se taire. On sait qu'elle a été condamnée. On sait qu'elle a obtenu un sursis en déclarant une grossesse. Et ensuite, la trace se brouille. Ce brouillage n'est pas un miracle. C'est une propriété de l'Empire. L'Empire produit des papiers quand il taxe, quand il juge, quand il pend. Il en produit moins quand quelqu'un glisse entre les catégories. Une femme peut disparaître plus facilement qu'un homme dans les registres, surtout si elle change de nom, si elle est prise en charge par une famille, si elle est déplacée, si elle est réintégrée dans une vie de terre sous une identité plus acceptable. Les colonies sont pleines de gens qui arrivent, repartent, se déplacent, meurent sans acte clair, vivent sans laisser de signature. Et puis il y a la possibilité très concrète que quelqu'un paie, qu'un père, qu'un parent, qu'un protecteur, qu'un réseau interviennent. Dans le monde colonial, la justice n'est pas un bloc uniforme. Elle est traversée par les relations, par l'argent, par les intérêts. Un sursis peut devenir une commutation, une détention peut devenir un transfert, un nom peut être mal recopié, un dossier peut se perdre, un gouverneur peut avoir d'autres urgences. Pendant ce temps, dehors, la légende commence à courir plus vite que les registres, parce que le procès, lui, est public, parce que les comptes rendus circulent, parce que les compilations de récits de pirates, comme celle attribuée à Captain Charles Johnson, vont prendre ces éléments. 2. Femmes pirates, Rackham, la capture, le procès, la grossesse, et les transformer en histoire qui se retient, qui se raconte, qui se vend. La répression impériale, en voulant faire un exemple, fabrique aussi un récit. Elle donne des dates, des lieux, des noms. Elle donne une scène finale. Elle donne un tribunal. Elle donne une potence. Et elle donne involontairement un contraste parfait. Des hommes qui, selon certains témoignages, étaient trop ivres pour se battre.
et 2 femmes qui auraient tenu plus longtemps. Ce contraste est une dynamite narrative. Il traverse les siècles, il simplifie, il caricature, il transforme des êtres humains en symboles, mais il s'appuie sur quelque chose de réel. Au moment de la capture, au moment où la mer cesse d'être une route et devient une cage, Anne Bonny n'est pas effacée. Elle est au contraire violemment visible. Visible dans les dépositions, visible dans les murmures, visible dans l'indignation. Et pourtant, c'est après cette visibilité maximale que le silence tombe et on peut presque sentir le tissu qu'on enlève. Le pantalon qu'on remplace par une jupe, peut-être. Le foulard qu'on défait. La chemise de marin qu'on jette. Le masque qui a servi à survivre en mer devient trop dangereux à terre. Alors on change. On se recoud d'une autre identité. On se fabrique une autre silhouette. La piraterie, à la fin, n'est pas seulement une histoire de canons et de trésors. C'est une histoire de papier et de trous dans les papiers. Une histoire de corps qui passe d'un monde à l'autre. De la mer à la prison? De la prison à quoi? À une maison anonyme? À un autre rivage? À une tombe sans nom? Ce qui est certain, c'est la mécanique qui les a broyés. L'étau impérial, les commissions données aux chasseurs, les tribunaux de l'amirauté, la vitesse de la justice coloniale quand elle veut frapper, la manière dont la mer, qui avait été un espace de fuite, devient un espace de capture dès que l'Empire y met assez de navires, assez d'informateurs, assez de primes. Rackham pendu, Mary morte en prison. Et Anne suspendue entre 2 mondes, sauvée provisoirement par un ventre déclaré, par une procédure, par un dernier masque, et pendant que les juges referment leurs registres, pendant que les marchands respirent, pendant que les patrouilles continuent de sillonner les passes, quelque chose d'autre commence, la transformation d'une femme en personnage. Une femme qui, au moment même où elle devrait être la plus facile à suivre, condamnée, enfermée, enregistrée, devient au contraire la plus difficile à retrouver. Comme si, au bout du compte, le vêtement avait gagné, non pas le calicot de Rackham, non pas la chemise trempée de sel, mais cette capacité à se défaire d'une peau et à en enfiler une, autre jusqu'à disparaître dans la couture même de l'Empire. Le silence dans une colonie n'est jamais un vide innocent, c'est un bruit étouffé, un papier qu'on ne remplit pas, une ligne qu'on ne recopie pas, une porte qu'on referme sans témoin. Et à Spanish Town, après les sentences, après les signatures, après les formules qui transforment des vies en paragraphes, le silence a une odeur, celle de l'encre qui sèche dans la chaleur, celle de la chaux sur les murs, celle des corps enfermés trop longtemps, dans un air qui ne bouge pas. Anne Bonny n'est plus sur un pont qui tangue, elle n'a plus le vent pour allier, ni même l'illusion du large. Elle est dans l'Empire, au cœur de sa mécanique. Et l'Empire, quand il a décidé de vous tuer, c'est être patient. Le sursis accordé pour grossesse n'est pas une grâce, c'est une suspension, une corde tenue en l'air. On ne vous libère pas, on vous garde, on vous observe, on attend que le temps fasse son travail, que le ventre se déclare vraiment, que l'enfant naisse, ou que l'argument s'effondre. Dans le droit anglais, cette pratique existe depuis longtemps. On ne pend pas une femme enceinte, non par tendresse pour elle, mais parce que l'enfant, lui, n'a pas été jugé. La justice se veut propre, elle se veut exacte, elle se veut capable de compter les coupables un par un. Alors on convoque des matrones, des femmes de la communauté, censées examiner, attester, dire si oui ou non il y a grossesse. Ce n'est pas une médecine moderne, c'est un mélange de savoir pratique, de pudeur, de pouvoir social. On palpe, on observe, on écoute des récits de cycles, de nausées, de mouvements. Et dans cette scène, déjà, le vêtement redevient un champ de bataille. À bord, Anne s'habillait pour agir. Ici, on la déshabille pour vérifier. Le masque de marin qui la protégeait du regard est remplacé par un autre masque plus fragile, celui d'un corps redevenu objet d'examen. Et pendant que la procédure suit son cours, la prison travaille, elle aussi. Elle travaille comme un moulin à sucre, mais au lieu de broyer de la canne, elle broie des organismes. Les geôles coloniales ne sont pas conçues pour garder longtemps. Elles sont conçues pour retenir jusqu'au jugement, pour empêcher la fuite, pour casser la volonté. La chaleur y est une matière. Elle colle au mur. Elle s'accroche aux cheveux. Elle transforme la sueur en film permanent. Les moustiques font leur ronde, les rats aussi. L'eau est rare ou mauvaise. La nourriture, monotone, salée, parfois avariée. Et les maladies, elles, n'ont pas besoin de commission officielle. Elles circulent sans papier, sans signature, sans témoin. Mary Read, on le sait, n'a pas survécu à cette attente. Elle meurt en prison et cette mort-là, dans les registres, à la sécheresse d'un constat, pas de duel final, pas de dernière réplique gravée dans le bois, une date, une mention. Et l'oubli immédiat, comme si l'administration, après avoir tant parlé d'elle au procès, n'avait plus rien à dire une fois le corps éteint.
La femme qui avait vécu sous un habit d'homme, qui avait traversé des mondes en changeant de tissu, finit dans un endroit où le tissu ne sert plus à rien, où la peau elle-même devient un fardeau. Anne, elle, reste en suspens, et c'est là que commence la partie la plus dérangeante de son histoire. Non pas ce qu'on sait, mais ce que l'on ne sait plus. Parce que l'Empire, paradoxalement, est très bon pour produire des archives quand il s'agit de punir publiquement, et beaucoup moins bon quand il s'agit de gérer les marges, les exceptions, les cas qui ne rapportent rien, les femmes pauvres, les prisonniers qui ne sont plus utiles comme exemple. On imagine souvent les archives comme une lumière. En réalité, ce sont des lampes posées à certains endroits seulement. Elles éclairent le tribunal, la potence, la saisie d'un navire, la vente d'une cargaison confisquée. Elles éclairent les moments où l'État colonial se met en scène, mais entre ces lampes, il y a des couloirs. Et dans ces couloirs, on peut disparaître. Qu'est-ce qui peut arriver à une femme condamnée à mort, sursis accordé, dans la Jamaïque de 1720-1721? Plusieurs choses, toutes plausibles, toutes banales à leur manière, toutes difficiles à prouver. Il y a d'abord la possibilité la plus simple, la plus brutale, qu'elle meure en détention comme Mary et que la mention se perde, qu'elle soit mal enregistrée, qu'elle soit noyée dans le bruit administratif. Les prisons coloniales ne tiennent pas des registres avec la précision d'un État moderne. Les noms se déforment, les dates glissent, les papiers se perdent dans l'humidité, dans les déménagements, dans les incendies, dans l'indifférence. Une Anne Bonny peut devenir une Anne, une Bonnie, une Bonne, une Bonnet, et quand le nom est déjà un surnom, déjà une étiquette, déjà un masque, la disparition est encore plus facile. Mais il y a aussi l'autre possibilité, celle qui nourrit les récits, qu'elles sortent, pas forcément libres au sens noble. Sortir peut vouloir dire être transféré, être remis à quelqu'un, être renvoyé, être pris en charge. Dans les colonies, la justice et la société sont entremêlées. Un gouverneur peut être sensible à une requête. Un notable peut intervenir. Un père, un parent, un ancien protecteur peut payer, écrire, négocier. Et Anne Bonny, dans les récits, n'est pas une orpheline sans attache. On l'a dit, née en Irlande, arrivée dans les colonies anglaises, souvent associée à la Caroline, avec un père qui aurait eu les moyens de s'installer, de posséder, de se faire une place. Même si les détails biographiques sont parfois gonflés, parfois romancés, l'idée d'un réseau familial n'est pas absurde. Dans un monde où l'honneur se lave parfois avec de l'argent, récupérer une fille devenue scandale peut être une obsession, pas par amour, par contrôle, par réputation, par héritage. Et puis il y a la troisième voie, la plus coloniale de toutes, changer de statut, changer de nom, changer de rivage. Les Caraïbes et l'Atlantique anglais du début du XVIIIe siècle sont un espace de circulation permanente. Des marins désertent, des engagés finissent leur contrat et disparaissent. Des femmes se remarient, se déplacent, se fondent dans une autre paroisse. Les ports sont des machines à avaler les identités. On arrive avec un passé, on repart avec un autre. On se présente comme veuve, comme servante, comme épouse. On se tait, on apprend à parler moins. On remet une jupe. On baisse les yeux au bon moment. On laisse les hommes raconter l'histoire à votre place. Le vêtement, encore, toujours. Parce que le vêtement n'est pas seulement une question de tissu, c'est une grammaire sociale. Sur un sloop pirate, un pantalon et une chemise de marin disent « Je suis un membre de l'équipage, je partage le risque, je partage la prise, je peux tirer ». À Spanish Town, ces mêmes habits disent « Je suis une anomalie, une menace, une honte ». Alors on les enlève, on les brûle peut-être, on les remplace. Et avec eux, on remplace une manière de marcher, de s'asseoir, de regarder. On remplace une voix. Ce qui rend Anne Bonny si célèbre, ce n'est pas seulement ce qu'elle a fait, c'est la manière dont on l'a raconté au moment où l'Empire voulait frapper fort. Les procès de pirates sont des spectacles. Ils sont faits pour être entendus, répétés, transformés en avertissements. Les dépositions deviennent des histoires de taverne. Les histoires de taverne deviennent des pamphlets. Les pamphlets deviennent des compilations. Et au-dessus de tout cela plane un livre qui va fixer pour des générations le visage de la piraterie, l'ouvrage attribué à Captain Charles Johnson, cette General History of the Pirates, qui mélange documents, rumeurs, reconstructions, et qui a le génie, ou le cynisme, de comprendre ce que le public veut des personnages. Anne Bonny et Mary Read, dans ce dispositif, sont de l'or narratif. 2 femmes, 2 exceptions, 2 scandales. 2 preuves que le monde peut se retourner. On les décrit en jurons, en pistolets, en sabres. On insiste sur leur férocité, sur leur refus de céder. On les oppose aux hommes de l'équipage, décrits comme ivres, mous, cachés. On fabrique une scène qui se retient parce qu'elle est simple. Les femmes se battent, les hommes se dérobent. C'est injuste peut-être. C'est exagéré sûrement.
mais c'est efficace. Et l'efficacité dans l'imprimé est une forme de vérité qui écrase les nuances. Il y a même une phrase rapportée et répétée qui colle à Anne comme une écharde. Au moment où Rackham est condamné, elle lui aurait lancé quelque chose comme « Si tu t'étais battu comme un homme, tu n'aurais pas été pendu comme un chien ». On la cite parce qu'elle est parfaite. Trop parfaite. Une réplique qui sonne comme une morale, comme un coup de théâtre. Est-elle authentique? Peut-être, peut-être pas. Mais elle dit quelque chose de réel sur la manière dont on a voulu la voir. Une femme qui juge les hommes selon leurs propres critères. À une femme qui renverse la honte. Une femme qui parle comme un marin et frappe comme un marin. Et pendant que cette phrase voyage, pendant que les gravures et les récits fixent une silhouette, bandana, chemise ouverte, pistolet, la vraie Anne, celle qui respire encore peut-être derrière les murs de Spanish Town, devient de plus en plus difficile à suivre. Parce que la célébrité ici ne vient pas d'une carrière longue et documentée, elle vient d'un pic, d'un procès, d'un scandale, d'un moment où l'administration a produit des papiers et où l'imprimé a produit du mythe. La fin de l'âge d'or de la piraterie, c'est aussi ça. Une époque où les pirates cessent d'être des acteurs durables et deviennent des exemples rapides. On les capture, on les juge, on les pend, on expose leur corps, et on passe au suivant. L'Empire n'a pas besoin de suivre la vie d'Anne Bonny après le verdict. Il a besoin que son nom serve à effrayer. Une fois les faits obtenus, l'individu peut se dissoudre. Dissoudre, c'est le mot. Parce que les colonies dissolvent les gens dans des catégories. Une femme peut être la femme de. Une femme peut être servante. Une femme peut être veuve. Une femme peut être prisonnière. Et si elle sort de prison, si elle est remise à une famille, si elle est renvoyée vers un autre territoire, elle redevient une ligne. Dans un registre paroissial, si tant est qu'elle y apparaisse. Un baptême, un mariage, un enterrement. Et encore, ces registres eux-mêmes sont incomplets, fragiles, dépendants d'un pasteur, d'un incendie, d'un cyclone, d'une guerre. C'est ainsi que naissent les dates fantômes. 1742, par exemple, circule parfois comme date de mort d'Anne Bonny. Elle a quelque chose de confortable. Elle donne une fin. Elle donne un chiffre. Elle ferme la parenthèse. Mais cette précision tardive sent souvent la reconstruction, l'envie de compléter une biographie comme on complète une fiche. Dans la réalité coloniale, une femme comme Anne peut très bien mourir sans que personne, des décennies plus tard, puisse l'affirmer avec certitude, ou vivre longtemps sous un autre nom dans un autre endroit sans que le lien soit fait. Et ce flou n'est pas seulement un problème d'historien, c'est un fait social. C'est la conséquence d'un monde où l'identité est moins stable qu'on ne l'imagine, surtout pour ceux qui ne possèdent pas de terre, pas de titre, pas de correspondance conservée, pas de descendants soucieux de mémoire. Les grands planteurs laissent des archives parce qu'ils laissent des propriétés. Les gouverneurs laissent des archives parce qu'ils laissent des rapports. Les pirates laissent des archives parce qu'ils laissent des procès. Mais une ex-pirate redevenue femme respectable ou simplement invisible, que laisse-t-elle? Des traces minuscules. Des traces qui se confondent avec celles de centaines d'autres. Et pourtant, l'Empire, lui, continue de parler d'elle sans la voir. Parce que l'imprimé a besoin de personnages, et que les personnages ont besoin d'une fin, même inventée. Alors on brode, on suppose. On imagine un retour en Caroline, on imagine un remariage. On imagine une vie longue, presque bourgeoise, comme une punition ironique, finir dans la normalité après avoir goûté au large. On imagine aussi parfois une évasion romanesque, un départ clandestin, une fuite vers un autre archipel. Mais ce qui est frappant, c'est que toutes ces hypothèses ont un point commun. Elles reposent sur la capacité d'Anne à changer de peau. Changer de peau, c'est ce qu'elle a déjà fait. En quittant la respectabilité coloniale, en montant sur un sloop, en portant des habits de marin, en jurant, en tirant, en prenant, puis en entrant dans un tribunal et en redevenant, soudain, une femme dont le ventre peut arrêter la corde. Deux mondes, deux costumes, deux langages. Et entre les deux, une intelligence de survie qui n'a rien de romantique. Parce que plaider le ventre, ce n'est pas seulement une ruse. C'est une lecture fine de la société qui vous juge. C'est comprendre que l'Empire peut tolérer, un instant, une pirate si elle redevient, même provisoirement, une matrice. C'est comprendre que la morale publique, si dure avec la transgression, a aussi ses angles morts, ses contradictions, ses priorités. On peut vous pendre pour avoir volé un sloop, mais on hésite à pendre un enfant potentiel. Alors on se glisse dans cette hésitation, on s'y accroche, on y respire, et cette respiration, même courte, suffit parfois à tout changer. Un sursis ouvre des portes. Il donne du temps aux interventions, il permet au réseau de se mettre en place. Il permet aussi à l'attention publique de se déplacer, car l'attention dans les colonies est volatile. Un mois, on ne parle que de Rackham et de ses femmes. Le mois suivant, un ouragan, une épidémie,
une révolte d'esclaves, une crise du sucre, un conflit politique. Et la prisonnière, derrière ses murs, devient un dossier parmi d'autres. Pendant ce temps, la légende, elle se solidifie parce qu'elle répond à un besoin, le besoin de croire que la piraterie, même en train de mourir, a produit des figures plus grandes que nature. Le besoin de croire que l'océan a été, un instant, un théâtre où les règles pouvaient être renversées. 2 femmes pirates, c'est une preuve parfaite que le monde pouvait dérailler. Et c'est aussi, pour l'ordre colonial, une preuve parfaite qu'il fallait resserrer les boulons. On est dans les années où l'Empire britannique apprend à administrer la mer comme il administre la terre. Les Bahamas, avec Woodes Rogers, ont déjà montré la méthode. Amnistie pour diviser, chasse pour éliminer, tribunaux pour officialiser, gibet pour terroriser. La Jamaïque applique la même logique. Et dans cette logique, Anne Bonny est un cas embarrassant, parce qu'elle est utile comme exemple, mais difficile à gérer comme corps. La pendre, c'est frapper fort, mais c'est aussi risquer de transformer son nom en martyr de taverne, en chanson obscène, en histoire, qui excite au lieu de calmer. La laisser vivre, c'est risquer qu'elle redevienne un symbole de défi. Alors on la garde, on la laisse s'effacer, on la laisse se dissoudre. Et c'est peut-être là, dans cette stratégie involontaire ou calculée, que se trouve la clé de sa disparition. L'Empire n'a pas besoin de la tuer publiquement une deuxième fois. Il l'a déjà tuée symboliquement en la condamnant. Il l'a déjà transformée en avertissement. Le reste peut se faire dans l'ombre. L'ombre, c'est aussi la condition des femmes dans les archives. Les hommes laissent des traces parce qu'ils signent, parce qu'ils possèdent, parce qu'ils comparaissent comme acteurs principaux. Les femmes apparaissent souvent comme annexes, épouses d'eux, filles d'eux, servantes d'eux. Même quand elles commettent un crime spectaculaire, elles redeviennent vite, dans les papiers, des corps à classer. Et si elles sortent du spectaculaire, si elles rentrent dans une vie ordinaire, elles redeviennent presque invisibles. On peut imaginer Anne, après des mois, peut-être des années, quittant la prison, pas en triomphe, pas en héroïne, en femme amaigrie, marquée, avec une peau qui a trop vu le soleil et trop respiré l'humidité, une femme qui sait désormais ce que vaut un papier, ce que vaut une signature, ce que vaut un nom, une femme qui a appris que le tissu peut sauver ou condamner, qu'un pantalon peut vous donner une place sur un pont et vous coûter la vie devant un juge, qu'un ventre déclaré peut arrêter une corde, mais vous enfermer dans une autre cage, celle des attentes, des contrôles, des regards. Et si elle retourne à terre, si elle retourne à une forme de respectabilité, ce n'est pas forcément une capitulation morale, c'est peut-être une autre forme de piraterie. Pirater l'identité, pirater les catégories, prendre ce qui permet de survivre, se glisser dans les interstices, devenir quelqu'un d'autre sans que personne ne puisse prouver que c'est vous. La légende, elle, n'a pas besoin de preuves, elle a besoin d'images. Et l'image d'Anne Bonny est trop forte pour mourir avec elle. Une femme en chemise de marin, trempée de sel, un foulard serré sur le front, un pistolet lourd dans la main, les pieds écartés pour tenir sur un pont glissant, une femme qui, au moment où les hommes se cachent, reste debout. Cette image est un défi lancé à l'ordre. Alors l'ordre la récupère, la montre, la tord, la moralise. On en fait une curiosité. On en fait une exception. On en fait une histoire qu'on raconte pour frissonner, puis pour se rassurer. Elle a été prise, elle a été jugée, l'Empire a gagné. Sauf que l'Empire n'a pas gagné complètement puisque le nom d'Anne Bonny survit mieux que ses papiers. Il survit parce qu'il est devenu un masque lui-même. Un masque qu'on peut porter pour parler de liberté, de violence, de transgression. Un masque qu'on peut brandir sans avoir à affronter la réalité plus grise, celle d'une femme prise dans des dépendances, dans des alliances masculines, dans des contraintes matérielles, dans une société esclavagiste où la liberté de quelques-uns repose sur la servitude de beaucoup. La piraterie, même quand elle se prétend rébellion, navigue dans ce monde-là. Elle le parasite, elle en profite, elle le reflète. Et Anne, dans tout ça, n'est ni une sainte ni un simple monstre. Elle est un être humain qui a compris, peut-être mieux que beaucoup, que la liberté n'est pas un état permanent. C'est une série de fenêtres. Une fenêtre ouverte par un sloop rapide. Une fenêtre ouverte par un équipage prêt à accepter l'inacceptable. Une fenêtre ouverte par un tribunal qui hésite devant un ventre. Et quand la fenêtre se referme, il faut déjà chercher la suivante. C'est pour cela que sa disparition est si cohérente, au fond, parce que disparaître dans un empire de registres est parfois la dernière compétence des survivants. On ne disparaît pas en s'évaporant. On disparaît en devenant banal, en devenant une femme parmi d'autres dans une paroisse parmi d'autres, en laissant la mer derrière soi comme on laisse un vêtement trop voyant, en apprenant à ne plus attirer l'œil. Et pendant que, quelque part, une âne possible marche peut-être sur une route de terre rouge, entre des champs de cannes et des clôtures,
pendant que les moulins grincent et que les charrettes craquent sous le poids de la récolte. Les livres, eux, continuent de la faire courir sur les vagues. Ils la maintiennent en pantalon, en bandana, en chemise salée. Ils la figent au moment où elle est la plus spectaculaire. Ils la gardent là, sur le pont, arme au poing, parce que c'est là qu'elle sert le mieux l'histoire qu'on veut raconter. La vraie ironie, c'est que le dernier masque d'Anne Bonny n'est peut-être pas celui du marin, ni même celui de la femme enceinte devant le tribunal. Le dernier masque, c'est son propre nom, devenu personnage, un nom qui fait du bruit pendant que la personne, elle, s'éteint ou se cache dans le silence des colonies, un nom qui traverse les siècles comme une voile noire à l'horizon, alors que dans les archives, il n'y a plus que des blancs, des trous des pages manquantes. Et ces trous-là, dans un monde obsédé par l'ordre, sont une forme de victoire minuscule, pas une victoire glorieuse. Une victoire de couture, une victoire de tissu, la capacité de se défaire d'une peau et d'en enfiler une autre, jusqu'à ce que même l'Empire, avec ses tribunaux et ses gibets, ne sache plus exactement qui l'a condamné, ni où est passée celle qu'il voulait exhiber.